Et tandis que nous passions sans cesse dans des rues nouvelles comme en des pays nouveaux, nous examinions avec plus d'attention et de sympathie tous ces hommes d'origines diverses qui nous heurtaient du coude. Le désir nous prenait de leur demander, comme au héros d'Homère, « D'où viens-tu donc, ô étranger? De quel pays et de quel nom? Es-tu un homme ou bien un dieu? Un marchand ou un pirate? » Oh, mon ami, pourrais-je avoir du thé, je vous prie? Ah, très bien. Thé vert ou thé rouge? Oh, thé rouge. Merci. Oh, le thé rouge. Le thé. Dans le quartier chinois, le thé arrivait en longue caravane de la frontière sibérienne dans d'énormes ballots de peau de bœuf. Des tablettes vert sombre comme des plaques de bronze. Vous voulez du thé russe ou de Chine? Oh, thé de Chine, mon ami, thé de Chine. Oh, étranger. Il est une question que je veux te poser d'abord. Moi, monsieur? Oui. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quels sont tes parents et ta ville? Car tu n'es pas né, je pense, d'un chêne légendaire ou d'une roche. Ulysse Pierre. Ulysse. Ah, Ulysse de la brasserie Ruc. Ulysse. Ulysse. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Joachim du Bellay. Ah, non, de Château-Thierry. Bataille sur la Marne, 18 juillet 1918, j'y suis resté. Une petite maison au bord de l'eau. Thomas Albert. Commis voyageur en progrès social. Voilà. Staline vous observe de la tribune officielle. Oh, nous n'étions pas invités, Félan. Cependant, nous avons été accueillis avec beaucoup d'intelligence. Et surtout, quel bel accueil. Le social traître et le directeur du Bureau international du travail, le tout en un, est à votre compagnie dans la tribune diplomatique de cette revue du 7 novembre 1928 sur la Place Rouge. Comme simple diplomate, et à titre personnel. Oh, mais ça, il ne pouvait pas nous arrêter à la frontière, Félan. Pour utiliser une expression qui n'a pas sa place dans le dictionnaire de l'Académie française, je suis de la trop grosse viande. La foule est immense. La troupe avance, l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie et les tanks suivent. Oh, mais l'armée rouge a de l'entrain, bien habillée, bien équipée, solide. L'ancien ministre de l'armement ressurgit. Oui, mais leurs vieilles automitrailleuses sont plus aptes à faire la guerre de rue qu'elles ne sont à l'œuvre dans la guerre entre les peuples. Oh, regardez. La force et l'unité du parti de Lénine nous permettront de surmonter toutes les difficultés. Et là-bas, cette autre affiche. Les mencheviks et les profiteurs de tous bords sont les ennemis de la révolution. On m'a dit qu'une affiche analogue a été placée dans une autre rue, juste sous les fenêtres de Lunacharsky. Symbole de modérantisme. L'armée rouge est la base solide de la paix internationale. Bon, Dubourg, la revue va se dérouler toute la journée. Veuillez prendre note de mon entretien d'avant-hier avec Tomsky. Bien, monsieur. Ah, Mikhail Pavlovitch Tomsky. Monsieur Albert Thomas, mes sincères amitiés, comment allez-vous depuis notre dernière rencontre au congrès des Trade Unions de Hull et nos entrevues de Paris? Bien, merci. Oui. Ah, Tomsky, votre position au plan d'Eves m'est restée en mémoire. La réparation des dommages de guerre. Ce n'était qu'un nouveau plan pour l'exploitation des travailleurs allemands. Le Parlement et les travailleurs allemands étaient dans la situation d'un homme à qui l'on demande
Voulez-vous être pendu maintenant ou l'année prochaine? Le Parlement a répondu « Je préfère être pendu l'année prochaine ». Ah, Tomsky, il vous faut reprendre vos relations avec les divers syndicats de toute tendance et travailler à l'unité internationale des syndicats. En tant que président du Conseil central pan-russe des syndicats, vous êtes en position de faire bouger les lignes. Sozmem niet. Ce n'est plus à nous de prendre l'initiative. Ah, vous voulez dire que les conversations sont interrompues? À qui la faute? Ce n'est pas aux communistes qu'elle incombe, mais à l'entêtement irrémédiable des gens d'Occident. La situation économique rend impossible de traiter. Même moi, je ne veux plus faire l'effort. Enfin, la situation en Russie, ses difficultés actuelles, la situation dans les pays d'Europe, la remontée très vive d'une opposition entre les patrons et certaines organisations ouvrières exige au contraire ce rapprochement. Nous nous sommes heurtés jusqu'à présent au mépris et à l'hostilité. Faut-il citer un exemple? Les Russes payent les 2/3 des finances de la Fédération internationale de l'alimentation. Et ils y ont été traités comme des moins que rien. Tout homme qui a un peu de culture ne peut pas faire semblant de biffer la Russie de l'économie mondiale. Les leaders ouvriers d'Occident sont encore plus fermés et plus ignorants que les bourgeois même. Nous avons à travailler dans un pays extrêmement arriéré, où l'évolution industrielle commençait à peine lorsque l'évolution a dû commencer. Politiquement, nous sommes solides. Nous pouvons poursuivre notre œuvre. Nous aurons la fierté de le faire seuls. Bon, Tomsky, j'ai parlé avant mon départ avec quelques-uns des chefs ouvriers les meilleurs d'Europe et des amis proches, et je puis attester qu'ils sont plus que préoccupés d'une concentration nouvelle de toutes les forces ouvrières. Je suis sûr que dès maintenant, ils sont prêts à faire un effort loyal et sincère d'information mutuelle et qu'ils accepteraient de rencontrer quelques-uns des chefs du mouvement communiste. S'il s'agit de documents, de matériaux, ou même de rencontres personnelles, nous n'opposerons jamais un refus. En ce qui concerne la documentation, nous n'avons pas hésité à envoyer des documents en France, à la Bibliothèque de documentation contemporaine, à Monsieur Hollard, historien de la Révolution française. Nous venons de créer un institut auprès du Conseil central des syndicats qui ira au-devant des désirs des organisations étrangères. Schmitt, au commissariat du peuple au travail, nous demande souvent de communiquer des documents à l'étranger. Eh bien, si le bureau veut obtenir des documents, qu'il en fasse la demande auprès du chef de l'Institut, Monsieur Smorgis. Quant aux rencontres personnelles, elles n'ont eu jusqu'à présent qu'un caractère incidentiel. Oui, Tomsky, lorsque je parle d'information, je ne veux pas parler d'échanges, de ci, de là, au hasard de quelques travaux, de quelques documents. Non, ce à quoi je pense, c'est à une recherche systématique et continue. Un travail scientifique. Non. On se demande dans beaucoup de milieux syndicaux en Europe quelles sont en réalité les conditions de travail en Russie soviétique. Et inversement, je crois que beaucoup d'entre vous souhaiteraient connaître les conditions de travail en Europe et en Amérique. Je ne sais pas à quoi peut nous conduire dans l'immédiat ce travail en commun. Nous utilisons souvent des documents du BIT, mais à quoi peut bien me servir une documentation sur les salaires de 1925 que je lis en 1928? Et si nous avons créé notre institut auprès du Conseil central, c'est pour cette raison. Tomsky, je crois que vous n'avez pas bien compris le travail du bureau. Il s'agit ou de fixer des cadres nouveaux, ou d'établir des statistiques, ou encore d'arriver à une vérité scientifique en dehors des considérations et de temps et de lieu. Bien, mais je ne saurais me contenter de rencontres purement personnelles. Chaque rencontre, qu'on le veuille ou non, aura un caractère politique. Chaque rencontre devra donc être motivée et avoir un but pratique. Bon, je veux bien, dans ce cas, prendre contact avec Jouot, Mertens, Citrine et Grassmann, et les inciter à avoir un rendez-vous qui n'aura aucun caractère clandestin, qui sera une sorte d'entretien et d'échange d'informations mutuelles. Nous verrons bien ce qui sera réalisé. Les troupes sont passées, les ambassadeurs se retirent. Le défilé du peuple commence.
Ah, ce n'est plus le défilé du 1er mai 1917, la procession quasi-religieuse, avec les bannières diverses et variées, les brancards surmontés de fleurs et de couronnes. Aujourd'hui, les drapeaux et les calicots rouges portent des lettres d'or. Les emblèmes corporatifs, les allégories symboliques. Pour chaque usine, l'ordre me semble le même. Les enfants d'abord, les adolescents, la cellule du parti, le syndicat, c'est-à-dire tous les ouvriers. Et tout ceci est tout de même jeune, alerte et volontaire. En ce temps-là, j'étais à mon adolescence. J'avais 16 ans à peine, et je ne savais déjà plus rien de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de mon enfance, et j'étais à Moscou, la ville aux 1003 tours et aux 7 gares. Mais je n'avais pas assez des 7 tours et des 7 gares, car mon enfance était si ardente et si folle que mon cœur nuit et jour brûlait comme le temple d'Éphèse ou la place rouge de Moscou quand le soleil se couche, et mes yeux éclairaient des voix anciennes. Et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tatar croustillé d'or, avec les grandes amandes, des cathédrales toutes blanches et l'or mielleux des cloches. Blaise Sandrard. Allez les copains, c'est entendu, demain vous venez, on défile. Mais oui, Dubourg, je crois que c'est comme chez nous. Ils veulent tous participer à la célébration. Mais derrière ces sentiments exprimés, quels sont les sentiments de cette foule? Nous assistons à un rituel, la reproduction d'un défilé sans fin. Souriez, encore un photographe. Le commissaire du peuple au travail, Otto Schmidt, vous a désigné à tous en venant vous saluer tout à l'heure. Ah, mais vous avez raison. Voici Alexei Rykov et Nicolas Boukharine et Lev Karakan qui, descendent du haut du mausolée, et viennent de notre côté pour me dévisager. Ils n'ont pas cru possible de vous recevoir, mais votre présence les intéresse et les intrigue. Où mettons les bagages et les documents? Placez les affaires personnelles dans le compartiment adjacent. Pour les malles et les dossiers, placez-les tout ici même. Il n'y a guère de place, mais il faudra faire avec. Nous avons 8 jours de train avant de gagner la Mandchourie à travers la Sibérie. Dubourg, Oui. Veillez que personne ne manque de rien. Bien, monsieur. Ce n'est pas beaucoup plus grand que nos premiers bureaux de Londres. Veuillez rappeler à Tomsky notre conversation d'avant-hier et demandez-lui les relations avec Smourgis. Vous lui rappellerez dans un premier temps qu'il s'agit d'échanges rapides dans un but pratique. Il nous faudra négocier avec les syndicats. Je prendrai contact avec Jouot pour la France et Mertens pour la Belgique. Je verrai Walter McLennan-Citrine de la Fédération syndicale dès notre retour. Eh bien, incitons-les à des rencontres et des échanges même informels, afin de savoir de part et d'autre quelle est la situation vraie, essentiellement pour établir des contacts. Les syndicats russes sont-ils réellement désireux de savoir ce qu'il y a de bon à l'étranger? Oui, ils désirent connaître nos sentiments sur leur organisation scientifique du travail. Ils souhaiteraient même que nous rencontrions des syndicats étrangers, ouvriers, pardon. Phelan, Tomsky m'a demandé de revenir. Oui. Votre petite théière me fait sourire. Ce détail me rappelle celui qui m'avait frappé lors de mon premier voyage par le Transsibérien, voyage de jeunesse, en 1898. La taille des théières. Les Bolchoï Tchelik. Les Bolchoï. Ben oui, Ulysse. Les samovars, présents dans chaque voiture du Transsibérien. À chaque gare qui naissait, toutes les centaines de verstes gagnées par le train, Galich, Balineo, Ekaterinbourg, Ikim. J'ai remarqué dans chaque gare, sous un abri, un tonneau d'eau potable et un immense samovar de cuivre rouge, d'où verser l'eau bouillante dans les théières des voyageurs.
Mais ils ont pas de samovar en face, gare Salazar. Non, mais belle manière de faire attendre les voyageurs. Ah, mais impérieuse nécessité, mon ami, surtout en hiver. Oh, tenez, ils buvaient leur thé comme ça, un sucre entre les dents. Hein? C'est trop chaud. Oui, un peu. Ah, à chaque halte, où tout un chacun se désaltérait ou se réchauffait, j'ai vu se fondre deux mondes. L'Occident d'où nous venions, mes amis et moi, Moscou, et l'Orient déjà si proche, Tcheliabinsk, Kourgan, Petropavlovsk, Omsk. Je situe pas trop les lieux. Est-ce loin de Moscou? Mais enfin, Ulysse, le pays des Tatars, Jules Verne, Michel Strogoff. Ah, mais autant des tsars alors. Hein. Ah, que de bouleversements se préparaient en cette fin de 19e siècle. Les moujiks, après des siècles de servitude, étant libérés des terribles lois du servage, empruntaient ce chemin de fer monumental qui portait déjà en lui les signes de la révolution future. Et à ce moment-là, je me suis posé 1000 questions. Qu'adviendra-t-il quand toutes ces terres seront cultivées, terres vers lesquelles ils allaient tous? Qu'adviendra-t-il, oui, quand ces millions d'émigrants russes les auront retournés? Quand les chemins seront devenus plus commodes? Quand, sans passer par Moscou, le transsibérien, par des lignes nouvelles, gagnera Samara à la mer Loire en quelques jours? Et qu'adviendra-t-il de nos marchés? Et comme nos mesures de protection auront peu d'efficacité face à la misère surproductrice de l'Orient? Et les hommes dans tout cela? Grande masse instinctive qui accomplit, sans la connaître et sans la vouloir, sa besogne magnifique. Ils allaient plus loin, parce que la foudre avait brûlé leur isba, parce que l'incendie avait ravagé leurs boissons, parce qu'il n'y avait plus assez de terres cultivables pour les communautés mires. Ils allaient plus loin, parce qu'il y avait peut-être aussi, là-bas, de grands propriétaires terriens qui ne faisaient pas de procès aux petits moujiks imbéciles, et où le sol, tout l'usufruit du sol, appartenait aux moujiks. Ne dit-on pas dans le village que le labeur est moins rude là-bas, que la terre est plus fertile avec moins de peine, et que la récolte appartient à celui qui l'a cultivée? Oh, Ulysse, c'est froid. Et nous n'avons pas de samovar. Désolé. Dubourg, Oui. reprenons notre entretien d'il y a 3 jours avec Schmitt. Alors, rencontre avec Schmitt. Rencontre avec Schmitt du 5 novembre 1928. Ah, voilà. Rencontre avec Schmitt, commissaire du peuple au travail, du 5 novembre 1928 après-midi. Bien. Bon, Schmitt est jeune. Hein. Il est de 91, cela doit lui faire 37 ans, je crois. Notez que la conversation a eu lieu en allemand. Il est né en Biélorussie et descend de colons allemands. Ses parents se sont rencontrés en Lettonie. Allez-y, Dubourg. Schmitt. Si le bureau veut envoyer de Genève ou de l'étranger un correspondant, que ce ne soit pas un adversaire caractérisé du régime. Vous étiez d'accord avec Litvinov pour l'établissement d'un correspondant. Schmitt. Il ne faut pas imaginer avant longtemps que cette collaboration puisse être poussée un peu plus loin. En ce qui concerne le bureau, nous sommes les premiers à reconnaître qu'il a fait un travail scientifique efficace. L'URSS ne peut envisager son adhésion à la Société des Nations ou au bureau. Le bureau a échoué sur la journée des 8 heures, l'Allemagne fait 9 heures, la France fait 9 heures. Vous n'arrivez pas à faire ratifier les conventions.
Le seul moteur du progrès social, ce sont les organisations ouvrières, mais sans influence dans les pays capitalistes. Alors, vous, jamais nous n'avons eu la prétention de faire de la réforme sociale sans l'appui des forces ouvrières, surtout dans les États capitalistes. Le bureau est un thermomètre social. Il y a eu certes des réactions et des involutions, mais qui auraient été beaucoup plus considérables sans l'existence du bureau. Schmitt, vous n'avez pas empêché la régression. Nous en sommes là. Bon, je vous relate la suite. Je lui pose la question. Donc, moi, serait-il possible, avant... Oui, alors, serait-il possible, je relis mes notes aussi, serait-il possible alors d'aller, dès maintenant, vers une comparaison faite par une petite équipe scientifique entre les ouvriers russes et les ouvriers des autres pays, en particulier du point de vue de la législation. Schmitt, si l'on fait une comparaison de cette nature, la Russie serait mise en infériorité. Oui, la Russie a eu son économie brisée, la guerre, le blocus, toutes les difficultés d'après-guerre l'ont empêché de se développer. Certes, il y a un certain nombre d'industries où la production est plus forte que la production d'avant-guerre, mais cela ne suffit pas à rattraper le retard. La situation est telle que les ouvriers ne jouissent sans doute pas d'une condition égale à celle des ouvriers des autres pays. Moi. C'est là, précisément, que la Russie, si elle a une politique internationale ouvrière vraiment large, peut aider les ouvriers des autres pays. Malgré la misère de son économie, elle essaye de protéger ses ouvriers, de les hausser à un niveau supérieur. Elle tente de protéger les femmes, de protéger les enfants, de faire la journée de 8 heures, peut-être même la journée de 7 heures. Or, dans les pays capitalistes, on me dit qu'il est impossible de ratifier parce que, justement, l'économie est fragile. Si la Russie était chez nous présente, si elle montrait sa volonté de justice sociale en dépit des difficultés économiques, quelle démonstration singulière ce serait, et quelle force nouvelle les ouvriers en lutte pour leurs droits pourraient-ils en retirer? Bien. Schmitt a semblé un peu ébranlé. La pensée d'un rapprochement entre les syndicats de toute tendance et de contact avec les organisations étrangères de Genève semble exister dans son esprit, mais il ne veut pas se l'avouer. Il faut aller vite avec Schmitt. Dans quelques mois, il prend la direction d'une expédition pour l'Arctique et sera remplacé au commissariat du peuple au travail. Bien. Quelle heure est-il, debout? 5 heures. Ah. Du matin. Bon. À quelle heure avez-vous dit de me réveiller? À 7h30, nous arrivons à Sverdlovsk à 8h. Bon, eh bien, je vais me mettre en pyjama. Rien ne repose plus que de se déshabiller, même si l'on ne dort pas. Bon, Dubourg, vous n'oublierez pas de déposer le courrier au bureau de poste de la gare. Eh bien, et je descendrai avec Monsieur Ayuzawa. Il a quelques cartes postales à déposer. Et nous rapporterons des fruits secs. Bien, je vous remercie, Dubourg. Merci, mon ami. Dubourg et Ayuzawa ne sont pas dans le train. Hein? Dubourg et Ayuzawa ne sont pas dans le train. Vous avez regardé dans leur voiture? Ils ne sont pas montés. Ils n'ont pas dû entendre la cloche de départ, elle est si ténue. Ils devaient être retenus en ville. Oh, mais ils sont allés au marché.
Ils ne sont pas remontés. Ah, sans bagage et sans passeport, et sans argent, ça je ne sais pas. Allons, Phelan, veuillez trouver le chef de train, demandez-lui d'arrêter tout de suite le convoi. Allez, allez, Phelan. Bien. Oh non, monsieur le chef de train, pourriez-vous faire marche arrière pour récupérer en gare 2 de nos collaborateurs? Ils doivent être restés à quai. Oh, la manœuvre ne devrait prendre qu'une vingtaine de minutes. Retard que vous pourriez facilement récupérer. Je connais la qualité de vos lignes et de votre matériel. Monsieur Thomas, nous ne pouvons arrêter le convoi et encore moins faire une manœuvre de refoulement. On nous attend dans moins de 2 heures à Beloyarski. N'y a-t-il pas un moyen de transport pour qu'ils nous rejoignent à temps d'ici la fin de la journée? Ou demain? Monte-t-il à cheval? Dubourg a quelques notions d'équitation. Oui. Ayuzawa ne saura pas. Alors je regrette. Ils n'ont d'autre solution que d'attendre le prochain convoi. Je ne crois pas qu'ils aient de l'argent avec eux, sauf quelques roubles pour le marché. Non, il faut trouver le moyen de leur faire porter le nécessaire. Vous pouvez laisser quelques effets et de l'argent au prochain arrêt, à Beloyarski. Je connais le chef de station, il est de toute confiance. Bien, Phelan, veuillez rassembler leurs bagages et leurs passeports. Au vu de notre voyage, je crains que nous ne les retrouvions qu'en Chine. Pourriez-vous passer un câble pour prévenir M. Dubourg et M. Ayuzawa? Je fais le nécessaire dès notre arrivée. Messieurs. Merci infiniment, monsieur le chef de train. Dubourg a les clés de nos malles. Dubourg a les clés de nos malles, elles sont fermées. Bien, Phelan, je crains que vous ne soyez obligé encore une fois de venir à notre secours. Vous nous aviez déjà sauvés lors de la création de notre bureau à Londres, grâce à votre compte bancaire privé. Et oui, compte sur lequel avaient transité les premiers salaires de nos collaborateurs. Allez, Phelan, vous allez bien nous trouver quelques roubles pour survivre à notre voyage, voyons. Eh ben... Allez. Le bruit des portes des voies, des essieux grinçants sur les rails congelés. Et le sifflement de la vapeur, et le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel. Et les vitres sont givrées. Ah, Dobro Pozalawat. Un bonjour à la russe. Oh, nous avons une petite faim. Qu'auriez-vous à nous proposer? Ah, merci. Comme en cas, nous vous proposons l'habituel bortsch. Potage de betterave, du bouillon de viande, du céleri, des oignons et du chou blanc. À moins que monsieur ne préfère une spécialité en concordance avec ses écrits. Oui. Monsieur, relatant ses souvenirs de Russie, un œuf à la russe. Ah oui, l'œuf à la russe. Oui. Et vous, Phelan? Va pour l'œuf à la russe. Selon la recette officielle de monsieur Lucien Olivier, propriétaire du restaurant L'Ermitage à Moscou, qui composa cette recette en 1860. Oh oui. Rappelez-moi le secret de cet œuf à la russe. Mais il s'égaye, tout bonnement en salade, monsieur, où légumes verts et pommes de terre s'épanouissent dans une mayonnaise au vinaigre français, à la moutarde de Bourgogne et à l'huile de Provence. J'en ai l'eau à la bouche. La recette officielle, monsieur, aujourd'hui réalisée avec les produits de l'Oural. Bravo. Comme Watmey. À tur serviceur. Merci. Trois jours. Dans 3 jours, nous changeons de train à Mandchourie, à la frontière russo-chinoise, et pénétrerons en Mandchourie. Bien, Phelan. En ballon. En ballon. Et voilà, merci.
crois qu'on m'attendait à des rennes pour me montrer l'efficacité de l'administration japonaise. Ils auraient mieux fait de commencer ici. Vous avez des nouvelles de Dubourg et d'Ayusawa? Ils nous rejoignent demain. Bonjour, messieurs. Oh, Chan! Bienvenue en gare de Mukden. Les dirigeants japonais de la South Manchuria Railways vous invitent à visiter les mines de Fuchun. C'est la musique du maréchal, elle joue la Marseillaise. Vous voyez sur le bâtiment administratif de la compagnie les drapeaux japonais. La population chinoise tout entière est mécontente. Mais elle ne manifeste pas. Que peut-elle contre la force? Toute la Mandchourie est soumise. Après les premiers entretiens avec le gouvernement de Nankin, l'idée a été lancée d'arborer ici aussi le drapeau national nouveau, le drapeau rouge, avec le carré du Kuomintang. Les Japonais s'y sont opposés. Tout le monde s'est incliné. Cependant, c'est pour la Mandchourie une formidable aventure économique qui se joue. Malheureusement, des pressions et des ratios nationaux. Devra-t-on vivre dans cette perpétuelle anxiété entre des révoltes sauvages et sans but et des résignations? Un train spécial de 2 wagons nous emmène. Et après avoir contourné l'immense cité industrielle de Mukden, en longeant plusieurs usines, traverse une immense plaine. Ça et là, quelques pauvres arbres, des villages, des maisons entourées de palissades. Des trains chargés de houille nous croisent constamment. Après avoir gravi quelques pentes, nous arrivons dans une région plus ondulée. Bientôt, nous découvrons l'agglomération et les mines de charbon de Fuchun. C'est un véritable Creusot. Ou un nouveau Pittsburgh. Des enchevêtrements de lignes, des usines, des fours à coke en construction, d'immenses bâtiments administratifs, des alignements d'habitations ouvrières comme celle-ci. Combien d'ouvriers travaillent ici? Environ 250 000 Chinois sous les ordres de 15 000 Japonais. Et combien d'heures par jour et pour quel argent? Environ 70 cents. D'autres à 50, 55. Les ouvriers qualifiés 1 yen. Bon, Les mines de Fuchun donneraient, me dit-on, environ 8 millions de tonnes par an. Les heures de travail varieraient entre 8 et 10 heures. bon, Fallon, il nous faut savoir comment les conditions de travail sont régies ici par une loi japonaise ou une loi chinoise. Il me semble que les directeurs de cette grande agglomération sont libres d'agir à leur guise. Hein. Les patrons assurent bien traiter leurs ouvriers. Ça, heureusement qu'ils traitent bien leurs ouvriers, car ils ont toute l'attitude aussi de mal les traiter. De ci, de là, la neige recouvre les grandes plaques noires. Les wagonnets circulent continuellement. Et le long des plans inclinés, de longues files d'ouvriers redescendent. Sur la terre battue, de chaque côté d'un espace réservé au milieu du bâtiment, des nattes sont installées sur une sorte d'estrade à une hauteur d'environ 30 cm au-dessus du sol. Sur sa natte, l'ouvrier vit. Les uns sont en train de manger leur riz, d'autres procèdent à des soins de toilette. D'autres encore se sont installés pour dormir. Grâce à Chan, nous pouvons échanger quelques réflexions. Ce peuple est gai, souriant, en bonne humeur. Un certain nombre de ces ouvriers ne sont là que depuis quelques 4 ans. Plus généralement, ils restent 2 ans, parfois même 1 an et demi, 1 an, puis ils quittent la mine. Ils cherchent à être employés des chemins de fer ou redeviennent paysans. Cette possibilité de départ
Et est-elle au fond de leur gaieté insouciante? Quand je songe à la situation politique en général, je ne puis me défendre de songer qu'il a fallu bien des malentendus. Oh non, pire que ça. Bien des méchancetés pour en arriver à une situation de cette nature. Dans son artisanat, avec ses vieilles méthodes de travail, sa civilisation séculaire, le Chinois, au fond, n'était-il pas plus heureux? Nous prétendons apporter des conditions de vie meilleures, des conditions de vie plus hautes. Bref, quelques possibilités de bonheur. Oui, mais est-ce pour une civilisation matérielle vraiment supérieure que nous sommes venus le troubler? Peut-être. Mais la réflexion intellectuelle ne doit pas nous voiler que le mal de l'industrie moderne est fatal. Notre tâche n'en doit pas moins être accomplie. Ah. Le spectacle. Le soir, quand on allume les lampes, est vraiment féerique. Général Yang Yunqing. Général, vous êtes à l'heure actuelle à la tête du parti de Mukden. Il y a aujourd'hui, il me semble, une forte poussée d'opinion pour l'unité chinoise. Vous êtes ici face au Japon, dans cette Mandchourie si vivante, une des régions les plus formidables au monde. Que fera le parti de Mukden? Nous vivons avec le Japon en Mandchourie, où se situe Chang Sui-liang, le jeune maréchal et seigneur de guerre à la tête de facto de la Mandchourie. Du côté de Nankin et des nationalistes, du Japon, en dépit de l'unité dont on se flatte, nos intrigues restent toutes féodales. Nous avons soupé l'autre soir chez Chang Sui-liang, le jeune maréchal. Oh, il a l'air d'un bon garçon, fils de famille. Nous avons même échangé quelques mots en anglais. Il se flatte d'être amateur de golf. Son grand souvenir récent est la visite des athlètes français. Général, vous gérez un arsenal militaire de plusieurs milliers d'ouvriers dans le centre de la Chine. Cela vous engage? 18 000 ouvriers. Je regrette que votre voyage ne vous laisse le temps de visiter l'arsenal. Je vous aurais montré nos institutions sociales. J'y ai mis en place une formation scolaire professionnelle, primaire, secondaire et supérieure. Je me flatte de ne faire travailler que 8 heures. De nombreux ouvriers gagnent déjà $2. Eh bien, J'ai fait construire des habitations, instituer des secours maladie. eh bien, je vous félicite. Mais pourquoi cela n'est-il pas consacré dans une loi? Il suffit que nous le pratiquions. Les Japonais eux-mêmes sont obligés de suivre l'exemple. Oui, mais si les pays capitalistes étrangers ne le voulaient pas. Nous avons un décret provisoire qui règle tout cela, mais nous ne l'avons pas publié. Nous attendons que Nankin commence et établisse la loi générale. Je crois que le bureau doit intervenir très vite auprès de Nankin afin d'éviter les désordres et les contradictions. Général, je vais être franc avec vous. Toi, vous ne pouvez pas me répondre. Mais je sens bien que vous livrez une sourde bataille avec le jeune maréchal. Qui marchera avec Nankin? Qui marchera avec les Japonais? Enfin, vous avez pour vous la force, la santé, la discipline. Ma journée commence à 5 heures. Je ne bois pas d'alcool et je ne mange pas de viande. Sur le premier point, au moins, je crois que nos vies sont semblables, monsieur le directeur. Nous nous reverrons, j'espère. Général. C'est une longue journée de train de Mukden à Pékin. La grande plaine monotone, les sillons courbes, les tombes. La région atteste la désorganisation économique du pays. Des cimetières de wagons le long des voies,
Des trains blindés jadis manœuvrés par des officiers blancs russes pendant la guerre entre le Nord et le Sud. Nous sommes arrêtés en gare. Ah, mais il se passe quelque chose. Quelque chose d'étrange. Oui, voyez ces gens. Je vais aller voir. Je ne vois rien de spécial. Du monde sur les quais. Dubourg. Oui, allons déjeuner et profiter du wagon-restaurant particulier du maréchal qu'il a mis à notre disposition. C'est une rame de wagon de marchandises. Mais les freins semblent avoir lâché. Il y a des soldats chinois grippés à plat ventre sur les sacs de fret. Il n'y a pas de locomotive. Un attelage s'est rompu au milieu d'un convoi de ravitaillement militaire à quelques kilomètres d'ici, en haut d'une longue montée. Et ce sont les wagons détachés qui viennent de nous frôler. Notre ligne est à voie unique. Ah, et nous sommes arrêtés en gare, Fellen. L'aiguillage venait d'être posé. Sinon, c'en était fini de notre voyage dans le Fentiang. Et pourquoi avez-vous insisté pour descendre du train? Seriez-vous télépathe? Quelque imperceptible émoi préliminaire de la foule, ou alors sa réaction émotive collective, je ne sais pas. Allons déjeuner. Le train contourne les remparts de la ville avant d'entrer dans Pékin. Banlieue chinoise aux maisons humbles, au pied des remparts des tombes, culture maraîchère, vie intense et active. Ah, voici la gare. C'est maintenant que commence la grande cohue. L'auto longe quelques façades imposantes de palais. Façades rouges gâchées par des multitudes d'affiches bleues et blanches du Kuomintang. Puis, nous nous engageons dans de larges rues bordées de maisons de bois d'1 ou 2 étages. Des artisans au travail, des marchands. Une foule énorme sur les trottoirs. Les pousse-pousse, les autos, les tramways. Toute la civilisation moderne entre 2 lignes de vie moyenâgeuses. Des caravanes de chameaux transportent le charbon des mines voisines. Et voici les petits chevaux mongols conduits par des soldats. Et l'on entend de tous côtés le grincement des brouettes, le cri ou le timbre des pousse-pousse. Ici, un cortège d'enterrement, là, un cortège de mariage. Et puis nous rentrons à la nuit. Il y a dans les rues chinoises, dans les boutiques, une débauche de lumière. La lumière est vraiment la joie de ce peuple d'Extrême-Orient. Elle entretient dans les boutiques la vie et l'intensité du jour. Déjà, dans les quartiers chinois au Canada ou dans les villes américaines, c'est la même impression de bruit et de lumière. Oui, ce sont des peuples qui ne dorment pas. Aujourd'hui, nous avons visité des usines. La visite d'usines nous apprend beaucoup sur les conditions de travail. Les ouvriers même y sont très attachés. Oh, c'est une illusion difficile à dissiper. Hélène, j'avais demandé la convocation des hommes experts ou savants qui s'occupent des conditions de travail. On a voulu réunir non seulement les experts, mais aussi les ouvriers et les patrons. Le maire de Pékin lui-même a pensé qu'il était appelé à présider une semblable réunion. Il y a même des journalistes chinois et étrangers. C'est devenu une sorte de réunion publique
au lieu de la réunion de travail que vous attendiez. Bon, eh bien, je recevrai les représentants de ces organisations à tour de rôle. Commençons par les ouvriers. Nous représentons le comité exécutif de réorganisation syndicale de Pékin, le syndicat de la province et les syndicats locaux. En tant que représentant de ces trois organismes, pourriez-vous informer le BIT rapidement de leurs activités et par là même de tout changement dans le fonctionnement dans la province? Il y a des publications qui indiquent toutes nos activités publiques, mais il y a des activités secrètes dont nous ne pourrons pas vous parler. En matière syndicale, je ne vois pas quelles pourraient être les activités secrètes. S'il s'agit d'activités politiques, elles ne sont pas dans notre ressort. Les ouvriers chinois sont les plus malheureux du monde. Ils subissent l'oppression non seulement du capitalisme chinois, mais du capitalisme étranger. Vous êtes, vous, Bureau international du travail, responsable de leur salut. Vous devez supprimer leur double oppression. Ils travaillent 14 heures par jour. Et leur salaire suffit seulement pour une personne. Enfin, si vous avez des informations, donnez-les-moi. Oui. Vous me demandez de rayer d'un seul coup la misère du peuple chinois, mais je ne suis pas Dieu. D'abord, organisez-vous. Bon, pour le moment, ce que je veux savoir, c'est quelle est la position de la classe ouvrière au sein du Kuomintang. Nous vous enverrons des documents. Nous avons une foi sincère dans la doctrine de Sun Yat-sen et dans le parti Kuomintang. Nous nous organiserons d'abord contre les impérialistes et ensuite nous nous tournerons contre le capitalisme du pays. Bien, eh bien, je vous remercie. Je passerai vous voir au sein de votre organisation. Ouf. J'ai plus l'impression d'être devant des agitateurs politiques que des ouvriers organisés. Bon, nous verrons bien ce qui pourra être réalisé. Alors, Félan, qui sont les experts? Il y a Taylor, que vous avez vu à Genève, Chan Chen, et un vieux professeur de Pékin qui a déjà été en correspondance avec nous. Bon, eh bien, rappelez-leur quel est mon point de vue sur le sujet. Je les recevrai à tour de rôle. Bien. Messieurs? Monsieur est propriétaire de mine et a sous ses ordres 4000 ouvriers. Monsieur est représentant patronal et professeur dans une école d'aveugles. Notre pays est un pays industriel arriéré. Il faut en tenir compte si l'on veut réglementer la durée du travail. 8 heures seraient insuffisantes pour la production nationale, vu le mauvais rendement des ouvriers. Pour les salaires, il faut tenir compte du fait que le niveau de vie en Chine est moins élevé qu'ailleurs. L'industrie est menacée par toutes sortes de difficultés. En particulier, elle doit se défier des politiciens qui font du mal à la Chine. Dans le parti du Kuomintang, les anciens comprennent bien les relations qui doivent exister entre capital et travail. Mais les jeunes se déclarent systématiquement en faveur des ouvriers et commettent tous les excès. Messieurs, il faut analyser les faits. Le premier est que l'ouvrier chinois est tout à fait inférieur du point de vue de l'éducation. Il n'y a aucune possibilité de négocier avec lui. D'ailleurs, pour toute œuvre de réforme sociale, il faut attendre le moment propice. Ce n'est pas dans une période transitoire comme celle-ci que l'on peut prendre une initiative quelconque. Sage conseil. Mais trop sage conseil, cher monsieur. C'est au contraire dans une période comme celle-ci qu'il nous faut tâcher de prendre des mesures. Sinon, on attendrait en vain le moment propice. Nous naviguons sur le Yangtze. Longtemps, nous contemplons le spectacle de la rive et du dock. Longtemps, nous entendons les cris rythmés des coulis qui portent les lourdes charges sur leurs branches de bambou. Je comprends la parole de Malraux, se demandant un jour si ce n'est pas pour tous ces continuels cris rythmés de la foule chinoise qu'il a conçu pour elle pitié et sympathie. Il n'est pas possible d'avoir traversé la Chine sans garder dans l'oreille tout ce rythme mélancolique du travail chinois. Au coucher du soleil,
le Yangtze prend l'allure d'une grande mer intérieure. Avec moins de puissance, avec une tonalité plus grise, le spectacle évoque l'admirable confluent de la Volga et de la Kama. Au matin, il fait un admirable temps clair. Le vent souffle, doucement, poussant en amont des multitudes de jonques aux voiles blanches. Nous arrivons à Nankin à 6 heures, juste à l'heure du crépuscule. Bientôt arrivent 2 vedettes, nous amenant les représentants du ministère des Affaires étrangères et du ministère du Travail, et notamment notre ami Thomas Chou. Nous consultons notre programme, ou du moins tentons d'établir un programme. Monsieur le ministre. Monsieur Thomas. Monsieur le ministre Kung, messieurs les fonctionnaires du ministère de l'Industrie et du Commerce, il nous faut aborder aujourd'hui la question de la présence de la Chine à la conférence internationale du travail. Nous allons faire au mieux pour satisfaire votre demande et envoyer une triple représentation. Concernant le projet de code du travail, une commission de 60 membres a examiné le projet de loi établi par M. Chou. Vous avez prévu un projet législatif dans quel délai? Sera-t-il applicable aux concessions étrangères? Nous avons encore des consultations. Dès que celui-ci sera terminé, nous aborderons la question des concessions étrangères. J'aimerais vous présenter nos fonctionnaires du ministère. Messieurs, l'avenir du problème ouvrier en Chine dépendra pour une grosse part de la législation sociale que saura établir ce gouvernement. La législation sociale d'un pays ne doit pas être bâtie en imagination, mais elle doit reposer strictement sur la connaissance des faits. Le rôle de l'Organisation internationale du travail restitue dans le monde un peu d'unité économique et fixe les règles communes. Messieurs, les 4 points qu'il me paraît plus que jamais nécessaire d'affirmer sont, premièrement, une législation nationale, pour être viable, doit être adaptée aux conditions du pays. Deuxièmement, il n'y a pas de législation effective si on ne prévoit pas des pénalités et des sanctions. Troisièmement, il n'y a pas d'application sans inspection. Quatrièmement, après les expériences de la matinée, après avoir vu à Pékin, à Ankéou et à Nankin ce que pourrait être cette agitation nationaliste et politique qui tient lieu actuellement de mouvements ouvriers et de syndicalisme, il faut une organisation ouvrière professionnelle solide, une classe ouvrière éduquée, consciente de ses intérêts corporatifs. Merci, Monsieur Thomas. Il va sans dire, nous sommes d'accord sur tous ces points. Mais concernant la création d'organisations ouvrières, nous avons rencontré beaucoup de difficultés en Chine. Monsieur Chou, présentez-nous le projet. La législation doit être entièrement nouvelle, et notamment ce qui concerne les usines. En voici l'architecture générale. Définition des usines, contrats collectifs et individuels. Âge minimum de 14 ans. Question de congédiement. Journée de 8 heures. Rendement. Salaire. Hygiène et sécurité. Conseil d'usine. Apprentissage. Bien-être des ouvriers. Accident du travail. Mesures pour les accouchements.
rapport avec les autorités, inspection du travail, pénalité. Ma pensée personnelle, et je ne parle pas là en tant que directeur du Bureau international du travail, ma pensée personnelle est que la vraie politique consisterait pour la deuxième internationale à exprimer très fermement sa sympathie pour les revendications nationales chinoises, à entraîner le Kuomintang vers une meilleure définition de sa politique sociale et surtout à lui imposer pendant cette période de terreur blanche contre le communisme une politique de tolérance, de complaisance et même d'alliance avec le petit parti socialiste de Chine. Je viens de parler avec Kong. Il couchait dans le salon de première classe avec C.T. Wang, le ministre des Affaires étrangères. C'est leur vie habituelle du week-end. Tous les vendredis soirs, les ministres de Nankin font une fugue à Shanghai, où ils ont leur hôtel, leur appartement particulier. Kong, ministre de l'Industrie et du Commerce, accepte notre offre d'application de la législation chinoise aux concessions européennes. Bravo. En ce qui concerne les concessions étrangères, il semblait impossible au gouvernement chinois qu'il y ait une résistance quelconque. En effet, que dirait-on si les entrepreneurs chinois s'en allaient en Angleterre et refusaient d'appliquer les lois anglaises du travail? Toutefois, la Chine se déclare incapable de nous aider financièrement pour un bureau de correspondance. Nous tâcherons de trouver quelqu'un qui sera entraîné à Genève. Et le bureau de correspondance aura le programme de coordination scientifique que j'ai indiqué à plusieurs reprises. Bon, alors, pour l'enquête asiatique, Chan se mettra en rapport avec Chu et lui soumettra les chapitres concernant la Chine. Je télégraphierai à Genève pour qu'on envoie à Chu la documentation concernant la marine marchande, afin qu'il institue une enquête sur les conditions de la marine chinoise. Et sur la question des conventions, Chu? C'est pour la Chine une question d'honneur. Dès l'instant où le Code du travail aura été définitivement promulgué, la procédure de ratification entrera en jeu. En ce qui concerne notre coopération, nous concentrerons les demandes de renseignements auprès de Chu. Le ministre nous a promis de nous soumettre à nouveau le projet de Code du travail. Il nous faut une législation forte, en avance sur celle des grands pays industriels. Eh bien, si vous voulez réussir, soyez prudent. La Révolution attend de son gouvernement une législation très progressiste. Autrefois, le gouvernement de Pékin était tout à fait inerte ou réactionnaire. Maintenant, tout est changé. Il faut le montrer. Nous voulons tenir notre rang. Messieurs, oui. Que signifie cette banderole? Bienvenue, Albert Thomas. Ah, merci, messieurs, merci. Bravo. Charmante intention, merci, merci. Dans 2 syndicats de Shanghai, les ouvriers ont exigé le contrat d'une subvention importante pour l'établissement des écoles. Les écoles publiques sont insuffisantes ou inexistantes. Et c'est aux syndicats, aux ouvriers qu'appartient le contrôle de l'école, le choix du maître, la surveillance de l'enseignement des enfants. Des écoles sont installées dans des maisons chinoises ordinaires, étroites, avec de petits escaliers montant aux classes de premier étage. Il y a là des tout-petits qui épellent, en chantant et en regardant leurs livres. Les militants ouvriers sont là,
connaissant les maîtres qu'ils ont choisis, s'entretiennent avec eux de petites difficultés quotidiennes. Les compagnies tiennent-elles leurs engagements? Elles ne payent pas régulièrement les subventions promises. Ah, j'ai voulu vérifier de visu les conditions de travail dans les filatures. Elles sont conformes à tout ce qui nous a été décrit? Ah, si l'atelier est moins sordide qu'on le dit, il est l'enfer des enfants. Des gamins de 6 ou 7 ans dans cette atmosphère moite. Derrière chaque ouvrière, constamment obligée de remuer du bout des doigts dans l'eau chaude les cocons qui sont prêts à être dévidés. Les mères aiment mieux les avoir avec elles et ils gagnent quelques sous pour la famille. Oh, tous les sophismes par lesquels on justifie le martyre des enfants. Sur une étagère, derrière quelques ouvrières, il y a des bébés dans cette atmosphère moite. Des bébés que les mères ont apportés pour ne pas les laisser seuls à la maison. Et ici, il n'y a pas de chambre d'allaitement, pas de crèche. Et quelle atmosphère! Constamment, on parle de réorganisation, d'épuration, de constitution nouvelle du syndicalisme et du mouvement ouvrier. Le parti politique essaye d'organiser les ouvriers dans un mouvement qui n'est pas purement corporatif, mais qui est politique et nationaliste. À Shanghai, la situation est différente. Depuis les grèves de 1925, des syndicats sont nés. En fait, ce sont de véritables organisations professionnelles, ils vivent. En fait, une sorte de compromis a été passé. 7 grandes organisations ouvrières ont été créées, une sorte de contrepoids au mouvement purement nationaliste. Le gouvernement chinois et les ouvriers ont souhaité notre visite en Chine. Le BIT n'est pour eux ni proprement une œuvre de bureaucratie, et ni une œuvre de diplomatie. Bon poursuivons notre tâche sans nous soucier des uns des autres, en nous gardant des critiques chinoises et de la résistance des Européens. L'opposition entre le Nord et le Sud, Pékin, Shanghai, Nankin, la présence de compagnies japonaises et européennes crée une situation politique qui peut devenir tout à fait explosive. Madeleine, aujourd'hui, jeudi 6 décembre 1928, je t'écris dans le train pour Tokyo. Ce voyage est long. Je t'ai demandé tant de sacrifices. C'est la joie de ma vie de sentir que tout en résistant dans la vie de chaque jour à telle ou telle concession, tu t'es toujours intéressé à mon travail pour servir notre cause de tout ton cœur. Lundi 3 décembre, nous avons traversé la mer de Chine sur le Shanghai Mao, bateau japonais moyen, bon rouleur. De gros paquebots nous ont croisés. Ils ont, sur l'eau jaune et dans le matin brumeux, une réalité qui impressionne. Le Yangtze, l'élargissement indéfini des rives, la mer. Nous voguions vers le Japon. Politesse exquise, un peu affectée du commandant, du commissaire, on m'a donné une cabine princière. Une police veille sur moi. Tout le monde veut des photographies, des signatures, des autographes. Il n'y a pas seulement politesse, il y a aussi discipline. C'est le bateau couvent. Il faut être à l'heure au repas, sortir de table exactement à l'heure. Pendant le dîner, un phonographe joue lui aussi à l'heure. Mardi, l'arrivée à Nagasaki. Devant moi, 3 Japons. Le Japon capitaliste ou administratif, la classe dirigeante. Le Japon du monde ouvrier,
Japon prolétaire. Et la foule neuve, naïve, indifférente. Japon traditionnel, amusé de la vie, heureux de courtoisie et de gentillesse, heureux des vieilles coutumes, et dont la destinée est aux mains des deux autres. De tout mon cœur, Albert. Nous entrons en gare de Tokyo. Suzuki et Mazuka ont mobilisé tous leurs hommes. D'autres sans doute sont venus aussi. Il y a une foule énorme sur les quais. Mais il y a les adversaires qui manifestent. Ainsi, je parle à tout le Japon. Nous avons calculé que près d'1 million de personnes vous entendront. Un beau travail du bureau de Tokyo à Yusawa. La nuit dernière, à l'hôtel impérial, j'ai cru entendre le roulement du métro de New York. Non, c'était les tramways et les trains de nuit qui roulaient sur les voies. Oh, j'ai même confondu la cloche du veilleur de nuit avec celle du passage à niveau. Ah, tout se noie et se dissout dans l'ère américaine qui se déploie ici. Ce Japon, où tout semblait devoir être fait de grâce et de silence. Que de naïveté et que de puérilité ont été accueillis par l'Amérique gobeuse et enfantine. L'efficiency japonaise, la recherche aiguë de la perfection minutieuse en tout, la manie raisonneuse et calculatrice pour mieux tailoriser, pour mieux organiser et pour échouer, est proprement américaine. C'est à vous. Dans 5 secondes... Je fais appel au Japon pour la pratique de la justice sociale. Je félicite le peuple japonais de l'extension de la TSF. C'est une preuve de civilisation que la volonté de savoir. La diffusion des connaissances peut permettre l'unité des aspirations humaines. Notre devoir est de faire appel à tous pour le triomphe de certains principes. Or, je demeure émerveillé de l'identité du cœur des hommes. Ils auraient pu être complètement divisés, isolés les uns des autres. Les plantes et les animaux se différencient selon les climats. Les hommes ont pu vivre dans des collectivités séparées pendant des siècles, et cependant, leurs sentiments sont demeurés identiques. Le culte des ancêtres, la politesse, la chevalerie se sont retrouvés chez des peuples dont les civilisations se sont développées tout à fait isolément. Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. 9 conventions internationales sur 25 ont été ratifiées par le Japon. Je viens lui demander d'aller plus vite, de passer outre à certaines difficultés. Les nations industrielles ne sont grandes que si elles assurent de bonnes conditions de travail. Le monde est encore ébranlé jusque dans ses fondements par les catastrophes récentes. Pour que le monument de justice que nous voulons élever tienne bon, il faut le bâtir solidement. En Occident, il y a quelques piliers qui peuvent soutenir la construction. Dans l'Extrême-Orient, c'est le Japon qui doit donner une base solide. Dans son intérêt national, pour son avenir,
pour être fidèle à ses traditions. Il doit participer encore davantage à notre œuvre. Il doit ratifier, stimuler ainsi les autres peuples de la même partie du monde. Oh, il fait frais dans Ginza. Tsutsuki, qui nous suit si proche depuis ce matin? Je ne l'avais jamais vu. C'est un de vos hommes de la Confédération nationale du travail? Je le connais. C'est un policier fidèle et plein d'attention. Il suit toutes nos réunions, sauf quand je viens à Genève pour la conférence. Quelle richesse et quelle variété des attelages! Ah, avez-vous la délicatesse de ces petits objets pour cadeaux réciproques? Et par terre, quel est cet amas de petits papiers? Ce sont de nouveau des proclamations communistes contre vous. Mais lisez, Tsutsuki, n'ayez pas honte, ne craignez rien, nous nous connaissons depuis si longtemps. Et je sais qu'en tant que pionnier du mouvement ouvrier, vous aurez à cœur de ne rien me cacher. Ce sont des proclamations contre le chien du capitalisme qui doit partir au plus tôt du Japon et qu'il faut coûte que coûte expulser par la force. Et autres aménités du même genre. Oui, douceur de ne pas connaître les langues par lesquelles on vous insulte. Ah, enfin, nous voici arrivés dans le quartier des habitations populaires. Oh, des femmes coulis vêtues de la veste bleue et du pantalon de l'ouvrier journalier enfoncent des pieux dans la terre humide. Elles vont allègrement sous les ordres d'un contremaître et elles tirent sur les cordes en rythmant leur travail par leur chant. Oh, leur chant reprend sur un autre ton, hein. La petite phrase sur laquelle elle chante est à l'adresse des étrangers qui sont venus voir leur travail et qui feraient mieux d'aller au diable. Oui, après tout, elles ont peut-être raison. Bon, Félène, quand voit-on les parlementaires? Le bureau les attend pour les rectifications. Nous avons prévu une réunion mercredi. Oui, oh ça. Je sais que la thèse officielle est de m'accuser de vouloir apporter un changement à la constitution japonaise. Or, ce sont les conseils privés qui décident des ratifications. Je préciserai que je ne viens en aucune manière demander un changement, mais que, je cite, que les députés pourraient adapter la loi nationale aux dispositions des conventions, ce qui est le but à atteindre. Vos observations devraient être bien accueillies. Bon. Qui osait a espoir pour l'avenir. Ah, qui osait. Qui osait me laisser ce petit mot charmant que le plus grand plaisir humain est d'accueillir un ami qui vient de plus de 10 000 milles. Le suffrage universel a été tout récemment établi au Japon. Grâce à lui, la législation sociale se développera et Morita, l'ancien président de la Chambre, nous soutiendra. Bien. Au-delà de tout cela, cette singulière dynastie impériale, fière de son éternité, écrasant pour les individus qui en ont la charge. Conformément au rite, l'empereur passe des heures en tête-à-tête avec l'esprit des ancêtres. Croit-on encore aux ancêtres, à leur influence? N'y a-t-il qu'un vernis intellectuel, qu'une sorte de couche de politesse sociale particulière? Est-il vrai, au contraire,
que certains dirigeants japonais, ne croyant pas à toutes ces histoires, veulent les maintenir comme une sorte de sentiment social et cherchent à éviter qu'elles soient ébranlées d'une manière quelconque. Hélas, nous ne pouvons que nous poser toutes ces questions. Mais quel problème que celui de l'unité morale et intellectuelle de tous les peuples humains. Au nom des patrons japonais, et selon les résolutions des conférences du Bureau international du travail, je déclare que nous sommes en faveur de la pratique des contrats collectifs et de la reconnaissance des organisations syndicales. Nous sommes aussi en faveur de la réglementation des heures de travail et de la suppression du travail de nuit des femmes. Certes, nous devons faire face à bien des difficultés. Surpeuplement, concurrence de l'Amérique du Nord, de la Russie, de la Chine. Pour surmonter ces difficultés, nous demanderons au peuple japonais de travailler plus ardemment. Je vous rappelle les efforts faits par les syndicats ouvriers pour obtenir la nomination de la délégation ouvrière japonaise à Genève. Les ouvriers étaient alors fort surpris d'avoir été négligés ou méconnus alors qu'ils ont conscience d'avoir créé la richesse du Japon. Le projet de loi sur les fabriques de 1924, aujourd'hui mis à exécution, n'a pas été montré aux ouvriers alors qu'il l'a été aux seuls patrons.
Le Bureau des affaires sociales, d'une manière générale, refuse d'entendre les ouvriers. La réunion de ce soir est une exception. Jamais les ouvriers n'ont été considérés comme des égaux. Les ouvriers en grève, exerçant un droit universellement reconnu, ont été traités comme des révolutionnaires. Bon, Monsieur Fujita a bien parlé ce soir. Il est lui aussi une exception. L'harmonie est seulement possible sur la base du respect mutuel, sur la base de la justice. Quelques rares progrès en ce sens ont été accomplis grâce à l'Organisation internationale du travail, mais nous travaillons dans une ambiance très lourde. Il faut que les délégations ouvrières soient traitées équitablement, non seulement à Genève, mais aussi au Japon. Il faut que l'esprit de Genève n'inspire pas seulement les délégations envoyées dans cette ville, mais aussi l'administration de Tokyo. Je m'excuse de n'avoir pas prononcé uniquement des formules de politesse, mais il vaut mieux faire connaître nos sentiments réels. Je parle au nom des délégations nommées par le gouvernement, et en particulier en tant que délégué des travailleurs japonais en 1919 à Washington. Je ne pourrais rien ajouter aux paroles de Suzuki. Mon corps n'est pas encore dans la bière, mais syndicalement, je suis mort. Avant de me taire tout à fait, je veux que le directeur du BIT sache bien quelle est la situation. Le Japon retarde de 2000 ans, au moins. On ne peut pas le comprendre si on ne quitte pas l'Europe, si on ne vient pas découvrir le Japon par son nez, en savourant ses puanteurs, autant que par son intelligence. Le système familial du Japon, l'autorité du chef de famille, sont un obstacle à tout progrès. Mardi matin à 6 heures, avant de commencer mon inspection des fabriques de soie d'Okaya, on m'apporte une tasse de thé. Je me hasarde à demander des biscottes. On me répond que le petit déjeuner sera servi aussitôt que le chef de la police qui doit m'accompagner sera arrivé. Quelques minutes plus tard, il se présente et nous passons dans une salle à manger à la mode européenne. Devant nous sont posés des verres et au milieu de la table une bouteille de whisky, une bouteille de vin blanc de France et une bouteille de Wincarnis. Ah, le Wincarnis. Je refuse avec fermeté le whisky et opte pour le Wincarnis, qui, d'après le souvenir de certaines réclames, doit contenir quelques principes nourrissants. Mon hôte et le chef de la police se font servir du whisky. Puis nous buvons solennellement. Le chef de la police plutôt copieusement. Son teint passe lentement du rouge au violet foncé, je n'ose pas rire et bois courageusement un second verre de Wincarnis, convaincu que ses valeurs nutritives doivent me soutenir durant les 24 heures à venir. Armoise, Racine d'Angélica, attendez, je les ai notés. Gentiane, Armoise, Racine d'Angélica, menthe, fenouil, coriandre et cardamone. Alors ça, vous auriez mieux fait de leur offrir votre fameux cocktail de la conférence internationale du travail. Vous vous souvenez? Céruse et charbon. Après un intervalle où mon hôte et le chef de la police semblent ne pas pouvoir venir à bout de leur whisky, on apporte des toasts chauds et du beurre, puis de la friture de poisson et de pommes de terre. Le café ne paraît pas, mais le poisson est suivi par du jambon froid et de la salade. Au jambon succèdent des assiettes de flocons d'avoine. Avec le sentiment d'avoir terminé un repas vraiment excellent, j'allume une cigarette, je m'étire sur ma chaise, lorsque je découvre que j'ai en face de moi une tranche de melon. Après le melon, on m'apporte un délicieux café au lait. Je rallume ma cigarette, le café est desservi, et je vois que je suis invité à attaquer 2 œufs à la coque. Oh, ce fut en vérité un petit déjeuner somptueux, même si la présentation de ces divers éléments fut quelque peu inattendue. Non, le tout fut certainement commandé à votre intention à Tokyo suite à une enquête minutieuse sur les breuvages et les mets qu'il convenait d'offrir à un fonctionnaire international de nationalité irlandaise. Ah,
Notre train. La visite de la filature a pu commencer, accompagné de mon policier qui du violet était devenu tout pâle. Oui. Un patron d'une filature, monsieur Imai, m'a parlé mercredi des conditions, vous savez, les dortoirs dans les usines de filature. Oui. Qu'en est-il exactement? Oui, les jeunes filles travaillent environ 4 ou 5 ans, avec des contrats d'1 année. D'après monsieur Imai, le coton représente, non, enfin la soie représente, dans l'imagerie populaire, l'aristocratie du métier par rapport au coton. Ah, et bien voilà, heureux le papillon qui, libre comme l'air, vole, disait un écolier ennuyé de l'école. Sans trêve ni repos, travailler, tel est mon sort à moi, malheureux prisonnier. Et s'adressant au ver à soie, comment peux-tu toi-même filer ta prison? L'insecte répondit, j'y travaille avec joie, car j'en sors papillon. Des jeunes filles ont travaillé et travaillent dans des filatures de soie. On recrute par connaissance. Il n'y a pas de travail de nuit. D'où cet esprit particulier dont a dû vous parler Imai. Oui, enfin, il me dit que les jeunes filles sont libres, qu'elles peuvent sortir, car autrefois il n'en était pas de même. Le patron demeure le véritable père de ses ouvriers. À l'intérieur de l'usine, c'est le vieux système familial qui subsiste. Aussi n'y a-t-il pas de revendications ouvrières, pas de tentative d'organisation professionnelle. Oh non, Felon. Il n'y a pas longtemps, des jeunes femmes ont voulu se mettre en grève. Celles-là n'ont pas trouvé à se marier. Non, ça... Je suis généralement très préoccupé des conditions dans lesquelles se développe l'industrie japonaise. Le salaire est au fond quelque chose de nouveau. Les ouvriers n'arrivent pas à le considérer exactement comme la compensation, le paiement du travail fourni. Pour répondre à son idéal, il faudrait que les salaires varient seulement selon l'ancienneté et selon l'âge, lorsqu'il s'agit de nommer un contremaître. C'est aussi l'ancienneté qui règle leur choix. Oui, enfin, est-ce une sorte de communisme ancestral dont vous me parlez, là? En contrepartie, l'ouvrier prétend être libre dans son travail. Prenez par exemple un charpentier. Il vient 1 heure, il travaille, s'arrête, fume, boit le thé, ménageant ainsi dans sa journée un certain nombre de moments d'arrêt. Il n'y a pas, en un mot, une conception nette des devoirs ni des droits. Ce matin, je me suis réveillé au bruit d'un torrent. Je croyais être en Suisse. Par ma fenêtre ouverte, j'ai vu sur 2 hauts pics neigeux. Ici est le vieux Japon intangible, le temple d'Iemitsu, l'audacieux. Il a moins de splendeur, mais plus de sérénité et de simplicité que celui de son père, Ieyasu. Cependant, ces arbres ont la même magnificence. La porte en bois de Chine. Elle est protégée contre les mauvais dieux. Ici, le dieu du tonnerre, avec tous ses tambours. De l'autre côté, le dieu du vent, avec son outre. Et les terrasses successives où s'échelonnent les bâtiments. Quel admirable assemblage de pierres. Et ces bois laqués, régis, splendides, élancés vers le ciel, en émulation avec les arbres vivants. J'ai revu mon frère ici, en rêve. Ieyasu, comment envisagez-vous la vie après la vie? De par mon éducation, j'ai du mal à faire la distinction entre l'immortalité de l'homme à la chrétienne et l'interférence constante des ancêtres dans notre vie quotidienne. J'ai revu mon frère ici. Votre Japon sort de l'époque féodale, avec un peuple qui a reçu une éducation élevée, un peuple ambitieux. La guerre russo-japonaise a été pour l'éveil de l'Asie un événement formidable. Il a arrêté net la politique colonialiste de l'Europe, et du même coup, le Japon s'est trouvé entraîné sur la voie de l'impérialisme. Aujourd'hui, il est entre 2 routes.
Ou la Société des Nations et le Bureau international du travail? Ou la politique impérialiste avec la guerre? La guerre en Orient, la guerre universelle peut-être encore une fois de plus. Le Japon a à choisir. La Société des Nations ne doit pas oublier qu'elle a à ses côtés l'immensité de l'Asie. Je rapporterai vos paroles aux social-démocrates dans un article, si vous le voulez bien. Les sociodémocrates, les hommes qui tentent de développer la grande idée de conciliation et de fraternité humaine, doivent se faire les apôtres de la Société des Nations. Ce soir, en nous approchant de Tokyo, vous verrez le Fujiyama mauve, léger, irréel, dans l'or du soleil couchant. Et à côté, le prolongeant vers l'est, une ligne de montagnes bleues, d'un bleu net et clair. Le coucher du soleil derrière le Fuji est aussi solennel, aussi persistant dans la mémoire des masses que la mort d'un grand homme. En revoyant ces détails, et grâce à vous, Ayusawa, j'ai conscience d'avoir bu à peu près à toutes les sources multiples de la vie japonaise. Monsieur le directeur, Monsieur le Président du Conseil, quelles sont vos impressions sur les conditions de travail au Japon? Monsieur Tanaka, un accord doit être établi entre les patrons et les ouvriers sous l'égide du gouvernement. Il faut, et j'insiste, car c'est là le début de mon voyage au Japon, il faut que les syndicats soient reconnus par le gouvernement. Il faut que les hommes soient traités équitablement par le gouvernement et par le patronat. Il faut que dans les assemblées gouvernementales, la masse laborieuse ait la place qu'elle souhaite. Depuis l'introduction de l'industrialisme, le Japon a dû se plier à toutes sortes de nécessités. Il faut maintenant qu'il se plie aux nécessités syndicales. Monsieur le Président du Conseil, vous êtes donc d'accord pour une reconnaissance officielle du syndicalisme? J'aimerais toutefois pouvoir maintenir le vieil esprit familial. Mais je suis d'accord pour une politique d'ouverture et d'harmonie. Il faut, par l'idéal, tâcher de gagner la jeunesse. Il faut multiplier les réalisations. C'est en cela que nous pouvons vous être utiles comme Bureau international du travail. Un empereur japonais a dit en contemplant l'eau d'un fleuve: il y a 3 choses que malgré ma souveraineté je ne puis pas soumettre. C'est l'eau qui coule vers la mer, c'est le hasard des dés, ce sont les caprices des bons soldats. Le mal de mer ne nous a pas pris. Nous sommes accoutumés au roulement de la Taïr. C'est un triomphe. À 2 heures, nous atteignons le détroit de Hainan. Il faut le passer de jour. Il n'y a ni phare, ni bouée éclairée. La passe est dangereuse. Tout le peuple se précipita sur la place publique. Il vint des hommes blancs, des jaunes, des nègres et quelques rouges. Il vint des ouvriers, des usines dont les hautes cheminées ne fumaient plus à cause de la grève. Il vint des maçons aux vêtements maculés de plâtre. Il vint des garçons bouchés aux bras teints de sang. Des mitrons pâles de la farine qui les saupoudrait. Et des commis de commerçants de toutes sortes. Il vint des femmes effrontées, terribles, et portant des enfants, ou en ayant d'autres accrochés à leurs jupes. Il vint des femmes pauvres, mais effrontées, plâtrées, maquillées, aux gestes étranges. Il vint des estropiés, des aveugles, des culs-de-jatte, des manchots, des boiteux. Il vint même des prêtres, et quelques hommes mis avec élégance. Et hors la place, la ville semblait morte, ne tressaillant même pas.